Bon, on y va. Allez. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre 22e matinale pro. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Pierre Paquet. Éditeur est un métier périlleux. Beaucoup ont essayé et peu ont réussi. Parce que tu pourras nous en parler et confirmer. Sans s'en rendre compte, les éditions Paquet ont presque 20 ans. Enfin, toi, tu t'en es peut-être rendu compte, je pense aussi. Le temps d'avoir créé des collections à succès comme la collection Cockpit, qui s'est imposée comme le référent de la bande dessinée d'aviation, grâce au départ au très talentueux Romain Hugo, qui nous a d'ailleurs concocté cette magnifique affiche de notre prochain festival qui se déroulera fin juin. Et puis bien sûr la collection Calandre, dédiée à l'univers de l'automobile, des histoires et un dessin nostalgique des années 60. Mais en réalité, Paquet, les éditions Paquet, c'est aujourd'hui un éditeur généraliste, avec des collections humour, jeunesse, ou cette fameuse collection Calamar, plus underground. Pierre va nous présenter son métier d'éditeur, son catalogue, enfin en fait c'est libre. Merci. Bonjour à tous. Je vais faire une petite présentation historique de la maison d'édition et après je propose qu'on travaille un petit peu avec des interactions, avec des questions parce que les sujets sont tellement vastes que ça va être difficile en une heure de vous résumer 18 ans de maison d'édition. C'est vrai que j'ai fait un livre il y a quelques temps qui raconte les 8 premières années de ma maison d'édition qui s'appelle PDM, Paquet de merde. Donc si vous ne l'avez pas lu, au moins l'avantage c'est que ça vous permet de vous raconter les galères du début. J'ai créé la maison d'édition en 96 et les premiers livres ont vu le jour en juin 97. Alors personnellement je suis un pur produit européen puisque je suis franco-belge, je suis né en Suisse, j'ai fait mes études toujours en France. Et très tôt, j'ai appris la complexité d'un petit pays comme l'Europe, puisque en France, on me considérait comme un Suisse qui avait raté ses études et qui vivait en France. Et puis en Suisse, on me considérait comme un mec qui n'était pas bon à l'école qui venait en Suisse. Donc là, j'ai compris que c'était à quelques kilomètres, la complexité humaine était difficile. Donc je me sens honnêtement européen. C'est important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans le monde culturel, le pays a une importance. Je le vois que lui c'est un éditeur belge, lui c'est un éditeur suisse, lui c'est un éditeur français. Bon, j'ai la chance de travailler avec des auteurs du monde entier. Et puis surtout, j'ai un goût très très large dans la bande dessinée, comme je peux l'avoir dans le cinéma ou dans la musique. Donc depuis toujours, j'aime plein de choses différentes. Donc j'ai commencé avec des bouquins qui étaient très particuliers, qui étaient des petits bouquins cartonnés, j'avais fait un gros travail de maquette. Et très vite, en tout cas, on a été repérés pour la qualité des bouquins, mais ils étaient très très chers. Parce qu'évidemment, quand vous débarquez comme jeune éditeur chez un imprimeur, les prix, ils grimpent très très haut. Donc c'était très compliqué. Et quand j'ai fait mes premiers calculs de rentabilité d'un livre, je me suis rendu compte que si je devais passer par un distributeur, si je devais passer par un diffuseur, je ne pourrais jamais gagner ma vie. Donc les premiers bouquins, je les ai pris sous le bras et je les ai vendus moi-même pendant quelques mois, voire un an. C'était une très bonne école de la vie puisque j'ai été à la rencontre des libraires et je me suis très vite fait défoncer sur les ouvrages en me disant mais pourquoi tu fais ça et voilà. La première librairie que j'ai visitée c'était à Paris et le libraire me fait ah ils sont super bien tes bouquins, c'est génial, c'est bien de se lancer. Alors, moi j'étais motivé à fond évidemment et je dis alors combien t'en prends, et donc c'était une grosse librairie parisienne, il me fait bah un de chaque. Et là j'ai dit je suis à l'envers, je me dis ça commence mal, ça va être compliqué. Très vite j'ai compris également que sans diffuseur, sans distributeur, en fait que le métier du livre il a une chaîne très importante et que chaque acteur a son importance. Donc tout le modèle économique doit être réfléchi avec chaque acteur. Et le jour où j'ai mis le doigt dans la diffusion-distribution, il y a des conséquences importantes. Alors au départ, les premiers mois, il y a une curiosité de tout le monde, donc ça fait que vous avez des belles mises en place, les gens s'intéressent, mais quelques mois après, vous avez les premiers retours. Et là, vous apprenez à gérer une maison d'édition
où malheureusement il faut être un très bon comptable ou financier, enfin appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir gérer la maison d'édition. Alors que moi je me sens plutôt avant tout un éditeur, c'est-à-dire ce qui me plaît dans ce métier-là, et encore aujourd'hui, c'est trouver des jeunes auteurs inconnus, les accompagner et les faire grandir. Ça c'est encore ce qui me motive et ce qui explique ma présence aujourd'hui. Parce que parallèlement à la maison d'édition, j'ai d'autres activités qui me font vivre et qui m'ont permis de survivre toutes ces années difficiles, sachant qu'aujourd'hui on a un nom, on est reconnu, mais j'ai tendance à rappeler aux gens, par exemple à Angoulême, nous sommes dans l'attente avec toutes les grandes maisons d'édition, mais toutes les maisons d'édition connues sont à un chiffre d'affaires de 2 chiffres, donc on est au-dessus des 10 millions, alors que nous on est à 1,8 million. Donc vous voyez, on reste un tout petit éditeur. Alors je pense qu'on a fait un bon travail de com ces derniers temps, qui donne l'impression qu'on est devenu très gros, mais il y a encore du boulot, donc voilà. Mais ce qui me plaît, c'est vraiment encore ça, c'est le travail avec les auteurs. Le boulot d'éditeur, avant tout, c'est quoi? C'est vous êtes le premier lecteur, et il va falloir accompagner l'auteur dans la complexité de l'écriture. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un catalogue qui est très large, avec pas mal de styles différents, que ce soit au niveau des scénarios, que ce soit au niveau du dessin. Et il y a un an, quand j'ai appris que les éditions Emmanuel Proust étaient en dépôt de bilan, je me suis approché de l'éditeur et je me suis dit, pourquoi? Parce que je me suis dit, en 20 ans, tous ceux qui ont démarré en même temps que moi, il reste plus grand monde. Le seul qui reste et qui a très très bien réussi, c'est Bambou, qui a fait quand même une très belle réussite financière, qui aujourd'hui, avec Grand Angle, a peut-être un catalogue qui est plus proche du mien que ne l'est ses bouquins d'humour, mais c'est le seul qui a réussi. Tous les autres ont soit été rachetés, soit ils ont disparu carrément. Donc, quand j'ai vu Emmanuel Proust qui était en difficulté, j'ai envie déjà de le rencontrer pour comprendre, parce que je me dis, dans l'autre sens, j'aimerais bien qu'on le fasse. C'est-à-dire que si un jour j'étais en difficulté, j'aimerais bien qu'on me tende la main. Et le fait de rencontrer Emmanuel Proust, donc on a fait une proposition de rachat au tribunal de Paris, que nous avons obtenue. Et ça m'a permis en fait de vachement me remettre en question, parce qu'avec l'arrivée du catalogue de EP, je me disais, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je l'intègre dans Paquet? Est-ce que je dois réfléchir à faire 2 structures séparées? Et j'ai fait une analyse de mon propre catalogue. Donc c'était un très bon bilan, puisque je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, chez les libraires, et donc souvent chez les lecteurs, nous sommes connus pour la collection Cockpit, la collection Calandre, donc on est très stéréotypé bagnole avion. Il y a aussi Lincoln qui reste une série phare, et Le Voyage des Pères de David Arrat. Sortis de ces 2 collections et ces auteurs-là, nous sommes inconnus. Il y a plein de titres que moi j'adore, et que je refuse de laisser tomber, que j'avais envie de remettre en valeur. Donc j'ai fait une réflexion globale de créer 5 structures. Alors on prenait 5 labels, 5 collections. À la limite on s'en fiche un peu. Ce qui était important, c'était, mon travail était de dire, il faut que je sois cohérent dans ce que je veux présenter aux gens, parce qu'évidemment moi je les connais par cœur, mes bouquins, mais quelqu'un qui connaît rien du catalogue doit pouvoir comprendre en disant, ok, je veux ce genre de BD, bon bah je peux aller dans cette direction-là. Ça c'est important. Parce que c'est vrai qu'en 20 ans, on a souvent entendu des critiques, il faut faire des collections, après il faut plus faire de collections, après il faut faire des thèmes. Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, ce qu'il faut, c'est surtout être cohérent avec ce qu'on a envie de faire. Et donc on a créé ces 5 labels, et notamment on a créé tout ce qui était les BD d'humour qui étaient chez Paquet, dont moi je suis vraiment fan, comme par exemple Michel Chien Fidèle, je vous l'ai amené juste pour vous le montrer, pour voir si ça vous dit quelque chose. C'est celui-là. Michel Chien Fidèle qui est publié dans le journal de Mickey. Et vous savez que pour la jeunesse, c'est le meilleur ambassadeur marketing qui peut exister. À chaque fois qu'on allait dans des salons, on cartonnait parce que les enfants se jetaient dessus. Par contre, il n'a jamais marché en librairie. Alors, encore une fois, il est très facile en tant qu'éditeur de faire un procès aux diffuseurs, aux distributeurs, aux libraires. C'est facile, c'est humain. Parce que quand le bouquin ne marche pas, on a de la frustration, on essaie de comprendre pourquoi. Je crois qu'il y a plein d'explications qui sont justes, mais je crois qu'on peut pointer personne du doigt. Encore une fois, on revient à cette mécanique. Il faut que tout le monde dans la chaîne comprenne ce que l'éditeur veut faire. Et vous savez que nous, quand on vient présenter à nos commerciaux les bouquins à venir, on a 1 heure. Enfin, moi, je suis chez Flammarion, donc c'est un grand groupe, donc il y a beaucoup d'éditeurs.
Et si en 1 heure, ce jour-là, je suis un peu fatigué, j'ai pas la pêche, ou je donne pas le petit pitch, le petit truc qui va faire que derrière, ça va arriver jusqu'au libraire qui lui va être motivé quand le bouquin va arriver en librairie, souvent le bouquin est mort. Alors, on parle de surproduction. C'est vrai qu'il y a beaucoup de titres, hein, vous le savez, et d'ailleurs je pense que c'est là où c'est super intéressant ces journées, ça vous permet de faire un petit peu de comprendre et de voir, ou de ne pas passer à côté de choses qui auraient pu être intéressantes. Par contre, encore une fois, dans ce travail que j'ai fait ces derniers mois, je vous dis ça parce que c'est très frais, je sors de 1 an de réflexion où j'essaye de mettre des choses en place. Je ne dis pas que j'ai la solution, mais c'était un gros travail personnel. Je suis arrivé à un moment à une conclusion de se dire, aujourd'hui c'est un bouquin qu'un auteur m'envoie, et l'auteur me dit, voilà, moi j'ai un boulot à côté, je fais cette BD pour moi, j'ai envie qu'elle sorte, je sais que c'est un truc difficile, soit par le dessin, soit par le scénario, soit par le thème, et si on en vend 1000 exemplaires, je suis content. Moi je lui dis, bah, si je ne te paye pas d'avance, on peut la rentabiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, sortir cette BD, c'est contribuer à la surproduction? Et là, je me suis rendu compte, en discutant avec la diffusion, donc qui est mon interlocuteur numéro 1, je me dis, on rentre dans un débat intellectuel, philosophique, ce que vous voulez, mais pour moi, un bouquin, peu importe le nombre, s'il a un public à 1000, il a le droit d'exister à 1000. Et c'est là où ça devient complexe, c'est-à-dire comment on gère cette production-là avec les attentes économiques des librairies, des lecteurs, et voilà. Et donc tout ce travail-là, c'est ce que maintenant je vais, en rentrant peut-être un peu dans le détail du catalogue, j'en suis à me dire, à refuser de tomber dans un côté négatif, de dire non, bah, si le bouquin il est pas, on n'en fait pas 5000, on le fait pas. Parce qu'il y a une partie du monde économique aujourd'hui qui dit non mais un bouquin à 1000 exemplaires, ça sert à rien, et à la limite ça pollue les librairies. Et moi je suis pas d'accord, je pense qu'il y a un travail aujourd'hui plus à faire avec les librairies pour que chacune finalement se spécialise dans ce qu'elle a envie de défendre et en fonction du lectorat qu'elle a. Mais je dis pas que c'est la solution, et je sais que c'est complexe et que c'est difficile. En tant qu'éditeur, ma force avec les auteurs, c'est que j'ai l'impression d'être un lecteur lambda. Quand je dis, j'aime tout, je suis assez classique, j'aime bien les bons films hollywoodiens, vous voyez, c'est la notion d'Hollywood, mais dans le bon sens. Voilà, je corresponds un peu à ça. Et je pense que le plus que j'amène aux auteurs avec qui je travaille, c'est que ma première lecture va vraiment corriger des choses. Il y a des fois où j'ai pas envie de me prendre la tête, ou quand le scénario devient trop compliqué, ou ça ne matche pas, c'est vraiment ce que j'amène. Pour le dessin, je suis hyper large, j'aime plein de dessins différents, mais je sais que ça, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Et puis, la force de la BD, la grande magie de la BD, c'est qu'une petite structure comme la mienne peut exister et peut se battre avec les grandes, ce qui n'est pas le cas des autres métiers culturels, comme le cinéma, comme la musique. Si à un moment vous n'avez pas un moyen de vous faire au moins un peu de visibilité, vous êtes mort. En fait, si aujourd'hui je suis présent devant vous, c'est parce que j'avais une galerie qui exposait les originaux de bande dessinée à Genève, et le premier auteur que j'ai exposé, c'était Jean-Marc Matisse. Et le soir du vernissage, on va boire une bière avant, et je lui dis c'est dommage que tu n'aies pas de bouquin, parce qu'on aurait pu les dédicacer pendant le vernissage. Je lui dis ça m'aurait permis de rentabiliser ton voyage, parce que je n'étais pas sûr de vendre des originaux. Et Jean-Marc me dit oui, mais Casterman, parce qu'à l'époque il était prépublié dans La Suivre. Moi j'étais un gros lecteur de La Suivre, parce que l'univers graphique, les choses qu'ils faisaient dedans correspondaient à mon envie de choses nouvelles. Et Jean-Marc me dit bah non, Casterman n'y croit pas. Et moi je sortais, ça faisait 1 an que j'avais créé ma première boîte, 1 an et demi, qui marchait super bien, qui avait décollé. Donc j'étais un petit peu jeune et con et prétentieux, et je lui fais je vais le faire ton bouquin autour d'une bière, et c'est parti comme ça la maison d'édition. Donc j'étais plutôt vraiment un amoureux des arts graphiques, parce que j'aimais autant l'illustration que la BD, et ça a démarré parce que c'était Jean-Marc Matisse, ça aurait été un autre auteur qui avait un bouquin, ça se trouve je serais pas éditeur, quoi. Donc des fois ça tient pas, à pas grand chose. La mise en place du gros Thomas, ça a été ridicule. Il est passé à l'as. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait dédicacer et je l'ai envoyé à tout le réseau Canal BD. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est le réseau Canal BD qui l'a sauvé. Bah dis donc, bravo, hein. Non, mais et c'est vraiment eux qui l'ont défendu et qui ont poussé. Sinon, cette série, c'était vraiment une catastrophe parce que, de mémoire, je crois qu'on était à une mise en place de 1800 exemplaires. D'accord ? 1800 exemplaires. Et grâce à Canal BD, il y a eu réassort dans le réseau Canal BD. Donc, on a dû monter d'abord, deuxième année, fin de la première année, on devait être à 3500, 4000, voilà. Ce qui pour moi est pas assez par rapport au potentiel et à la qualité de cet ouvrage, mais après ça c'est un autre débat. Enfin là ça y est, je pense que... Non, il prend pas encore sa vitesse. Si, mais c'est pour montrer l'importance d'un réseau comme Canal BD, c'est
si j'avais pas le canal BD moi en tant que petit éditeur, où je peux leur envoyer un bouquin et dire bah attendez, vous êtes sûr, vous n'êtes pas passé à côté, et puis d'un coup pchit, ça monte, ce bouquin-là il serait mort. Je suis pas sûr que j'aurais pu faire le tome 2. Donc nous avons 5 structures. Donc édition paquet, qui est créée en juin 97. Donc les 20 ans seront en juin 2017. Donc ça va, on a encore un petit peu de marge. EP, donc qui est l'enseignement Emmanuel Proust. J'ai laissé EP parce que EP c'est édition paquet. Ah ouais, Pas mal. Ah ouais, ok. Le catalogue EP il était assez riche. Il y a un peu de tout dedans. Je ne sais pas si vous le connaissez bien ou pas. Alors il était connu chez vous, je crois, pour les Agatha Christie, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de classique en bibliothèque. Ouais. Sachant que quand nous on a repris EP, la collection Agatha Christie n'était plus dedans. Il y avait eu une anomalie avec les avocats, donc ils avaient récupéré leurs droits juste avant. Mais nous on a re-signé pour refaire un tout nouveau projet Agatha Christie avec EP, mais différent de ce qui a été fait. Voilà, donc ça reviendra je pense en 2017. Donc EP aujourd'hui qu'on va relancer. Pour info, le premier titre que nous avons fait de EP, c'est Stanislas avec Bigouden. Je sais pas si vous avez vu le bouquin. Alors, je m'étais engagé auprès de l'équipe de diffusion de dire bah écoutez, il faut qu'on donne une belle image de EP pour la relancer parce que c'était un peu dur, hein, et ça l'est encore. On a eu 250% de taux de réassort sur Bigouden. 250%. Donc voilà, je pense que comme premier bouquin pour relancer, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va y aller tranquillement, en gros avec un bouquin par mois sur EP pendant 2 ans, 3 ans, pour redonner confiance aux libraires, et puis redonner une identité forte, sachant que tout ce qui est comics ira chez EP, parce qu'on a des projets avec les comics et ce sera plutôt chez EP. Ensuite, il y a Kramic. Alors, qu'est-ce qu'un Kramic? C'est un gâteau flamand qui ressemble, si vous voulez, à un panettone, un petit peu. Alors, Kramic, appelez ça. Moi, voilà. Alors, pourquoi? Parce que ma grand-mère flamande me faisait plein de gâteaux Kramic quand j'étais petit, et que les premiers bouquins que nous avons sortis, ce sont des licences d'éditeurs hollandais ou flamands. Donc voilà, je trouvais marrant d'appeler la maison d'édition en rapport avec du fait que je sois belge aussi, ça me faisait marrer. Le kramic.com était libre, encore une fois. C'est des petits détails, hein, mais ça explique des fois les choses simples. Et donc Kramic, qu'est-ce que c'est? C'est de la BD d'humour. Alors, mon Michel Chainfidèle, je suis désolé, j'y reviens, mais par exemple, voilà, ça c'est... J'étais avec Sty hier, on discutait parce que des fois il faut remonter aussi le moral des auteurs, parce que c'est vrai que c'est un bouquin qui, plus les en place descendaient. Et je vais vous montrer la complexité de ce métier. On fait à la réunion avec une des équipes de Flammarion, qui n'est pas le premier niveau, donc qui est le deuxième niveau, la repré, qui se défendait de faire correctement son job, pas qu'on l'attaquait, mais on essayait de comprendre la problématique de pourquoi le bouquin il passe inaperçu. Elle expliquait qu'elle était chez un libraire et elle lui dit mais non, mais tu dois défendre, tu dois prendre pas un mais 5 bouquins au moins, essayer de défendre parce que c'est drôle, c'est intelligent. En gros c'est un chien qui est super intelligent et puis c'est la relation entre le maître. Mais voilà, c'est très fin comme humour et je trouve que le dessin est hyper passe-partout. Et une cliente du magasin vient voir en temps, elle dit ah ouais, mon fils lit dans le journal de Mickey, c'est génial. Donc on se dit que en termes d'argument commercial, on ne peut pas faire mieux. Et le mec, il a fait, non, j'en prends qu'un. Alors, peut-être qu'il est pas bon, hein, le bouquin. Peut-être que si vous allez le lire, vous vous dites, bah ouais, bah nous, on trouve ça pas top. Mais, et c'est là où tous les jours, on doit se remettre en question et on doit se battre pour se dire, bah comment on peut contrer ça? Alors, aujourd'hui, tous les Michel Chainfidèle ressortent chez Kramic. Il y aura un nouveau tome qui sortira l'année prochaine. Et donc, Kramic, c'est tout ce qui est un peu humour, aventure, jeunesse. Ensuite, il y a Place du Sablon. Alors, Place du Sablon, qu'est-ce que c'est? C'est surtout pour sortir les archives de tout ce qui est franco-belge. Tous les vieux classiques de BD, notamment... Alors, le premier qui est sorti aujourd'hui, c'est Assassine, qui est une BD d'André Thémans, qui était parue chez Casterman. Et aujourd'hui, on l'a remis en couleur. Donc, c'est des bouquins avec une maquette bien particulière. Un peu vraiment... C'est vraiment pour les nostalgiques du franco-belge. Voilà, Place du Sablon, ça s'appelle. Bon, enfin, en gros, je vous explique, voilà. Et puis, et la maison d'édition jeunesse, Chose, avec des titres et des sorties, mais vraiment
jeunesse. Là, je veux pas, c'est pas de la BD. Je veux vraiment qu'on sépare les choses parce que cette notion BD jeunesse, elle est très complexe. Hein. On a essayé de faire justement des BD. Enfin, on a sorti avec Thomas Priou une BD qui s'appelle sur les Vikings. J'ai un trou, mais où la narration est une BD en format jeunesse. Et voilà. Et tout ça, alors ça, c'est le livre jeunesse d'IRM, c'est de la BD. Celui de la BD va dire c'est la jeunesse. Donc ça, aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus compliqué éditorialement, c'est ça, c'est cette notion jeunesse BD. Et on le voit avec Dupuis, qui avait tenté son expérience avec la maison d'édition, enfin le label Puceron. Bah ouais, Oui, c'est bien. Ouais, mais ils ont tout éliminé. Oui, enfin ça rentre en librairie BD quand même. Ah oui, ouais, mais ils l'ont arrêté. Et après, ils les ont réduits, et aujourd'hui, il ne reste plus que Petit Poilu. Ouais. Donc, vous voyez, quand on a aussi des grandes maisons avec des moyens marketing et puis économiques font des tests, bah voilà. Je pense que ça, c'est encore intellectuellement, et le défi qui peut être intéressant, c'est ça. C'est cette notion de BD jeunesse qui, moi, m'intéresse et que je vais exploiter justement avec Schurz et puis avec Kramik, avec ce titre-là, qui aura à la fois la BD pour les enfants et le roman, et de voir comment on va réagir. On a fait aussi l'École des Bestioles, qui est une très grosse licence chinoise, qui a cartonné. C'est un roman, donc ça raconte par famille d'insectes dans une école les aventures, et ça a tellement marché qu'ils ont fait après une BD en Chine. Et aujourd'hui, moi je me pose la question, est-ce que ce serait pas intéressant de faire, parce qu'on a fait le salon du livre de Genève, et j'avais fait toute une partie sur l'école des bestioles. Donc j'avais l'auteur chinois qui était là, j'avais acheté des insectes vivants de plein de sortes différents. Alors ça c'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il y a plein de moments qui disaient ah je repars parce qu'ils sont là. Mais voilà, et je me rendais compte que c'était soit ils achetaient le roman parce que l'enfant aime la lecture, soit c'était la BD. Et je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il serait pas plus intelligent de faire un seul bouquin, donc celui qui aime la BD va l'acheter, puis d'un coup il y a le roman, peut-être qu'il va du coup le lire parce qu'il est dedans, simplement en imaginant qu'il retourne l'ouvrage, ou il faut rester justement les deux séparés parce que c'est deux écoles, enfin on sait très bien qu'il y en a qui lisent des romans qui lisent pas de BD et inversement, et puis il y en a qui font les deux. Mais le fait de les mettre ensemble, est-ce que ce serait pas une idée de pousser un peu en disant bah tiens, tu peux lire la BD, et si tu as envie tu peux lire le roman, si l'ouvrage est pas cher, vous voyez, et qu'il y a, voilà, c'est aujourd'hui mon travail de recherche éditoriale, il est à ce niveau-là en termes de jeunesse, c'est ce qui m'intéresse. Donc là je vous ai parlé des 5 maisons. Dans les exemples aussi de bouquins que je vous invite à regarder après, il y a Otto. C'est un bouquin qui est sans phylactère, sans bulle, où à chaque fois il y a un gag par page et c'est une histoire en continu. Je trouve que c'est un auteur qui a plein de poésie dans son récit. Il mélange l'humour et la poésie, je trouve que c'est assez rare. Le jour où j'étais en librairie, j'entendais une cliente qui disait qu'est-ce que vous avez comme BD, justement, parce que j'aimerais faire découvrir la BD à quelqu'un qui ne parle pas français. Donc, c'est le réflexe du libraire qui était intelligent, c'est la BD chez Delcourt qui est sortie. Un instant d'amour. Oui, Un instant d'amour, il n'y a pas de bulle, hein, c'est ça. Voilà. Alors, moi je lui dis, mais il y a aussi Otto. J'ai essayé, je l'ai sorti. D'ailleurs, elle a acheté Otto. J'ai fait mon boulot de commercial. Le libraire était là, mais un instant d'amour, il est plus cher. Je plaisante. Non, voilà. Mais voilà, ça c'est un bouquin, c'est un bid complet. Quand je dis un bid complet, je crois que la mise en place du 2 est de 342 exemplaires. Tout pays francophone inclus. On a eu de la bonne presse. Et voilà, et c'est... aujourd'hui, si vous voulez, soit je me dis, bon, bah, je baisse les bras et puis ça marche pas. Parce que quelque part, le fait de créer un label comme Kramik, ça me complique la vie. Je pourrais... on a fait une étude récemment sur Cockpit et on se rend compte que peu importe la qualité du contenu, je parle bien des avions, le fan d'avion, il a besoin de sa BD par mois. Il achète une BD par mois d'avion. Ce qui a fait qu'aujourd'hui Zephyr a fait aussi des trucs qui pour moi n'étaient pas très bons, mais se vendaient quand même un minimum parce qu'il y a un public qui veut sa dose de BD d'avion chaque mois. Et alors, j'aurais pu me dire, bah, plutôt que de faire Kramik, je mets un peu d'énergie sur Cockpit et je pense que voilà, on peut se faire un bon resto chaque mois, quoi. Après voilà, après j'ai la chance de ne pas attendre la maison d'édition de me payer chaque fin de mois, donc c'est
c'est ma ressource intellectuelle pour avancer dans la vie. Donc voilà, donc j'aime plutôt les défis et les choses un peu compliquées. Et essayer de comprendre pourquoi un bouquin comme Otto ne se vend pas. Après, il y a peut-être des raisons. Hein, et puis, mais encore une fois, je pense que je l'ai vu parce qu'à un moment, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé en librairie. Et je me souviens quand le Repré venait, donc j'étais en Suisse, mais donc c'était un Repré qui faisait Delcourt Casamal. Et je sentais en fait quand l'éditeur avait été bon sur un titre, qu'il avait filé un pitch, il arrivait à me filer le virus en disant cette BD quand elle va arriver, je vais la regarder quoi. Et c'est là tout l'impact, c'est-à-dire que c'est comme le judo, moi j'ai fait vachement de judo en compétition, c'est un des sports, vous faites une erreur, c'est fini, le match il est terminé. C'est pas comme au tennis, vous perdez un set, vous pouvez recommencer, au foot vous prenez un but, mais voilà. Et ça c'est un peu pareil, je comparerais le judo à mon travail d'éditeur, c'est que je vais faire ma présentation, si j'ai pas été bon, le bouquin derrière il perd 50% de sa mise en place. Hein. Et encore plus aujourd'hui avec la surproduction, parce qu'à un moment, faut pas se leurrer quoi. Selon qui vous avez comme diffuseur, il vient avec un catalogue comme ça, et voilà. À ces moments, le libraire il va dire j'en prends un, j'en prends deux, quoi. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où moi je fais un travail personnel pour améliorer la visibilité et mon catalogue avec l'impression d'un catalogue papier. Ça fait des années que j'imprime plus de catalogue papier, mais je vais en refaire un fin 2015, parce que dans les structures que j'explique, j'aimerais que dans le catalogue papier, on comprenne le travail que j'ai fait depuis 1 an et demi, et puis à me forcer que quand je vais à la réunion, de donner des petits trucs en plus qui va faire que un bouquin comme Otto puisse exister. Vous voyez, les bouquins que je dis à 1000 exemplaires, par exemple, voilà, ça c'en est un. À 1000 exemplaires, on gagne de l'argent, l'auteur est content, moi je suis content, et je trouve qu'on a un chouette bouquin qui existe. Aujourd'hui, là, il vit pas. Et c'est pas, de 350 à 1000, c'est pas une mission impossible, quoi. Sur 3 pays, entre la Belgique, la France et la Suisse, ça me semble. Mais voilà. Et puis, après, et alors là, j'aimerais savoir si vous avez un peu ma définition du libraire, c'est que le libraire, il doit pouvoir être bon sur plein de sujets. C'est-à-dire que, je t'apporte quoi un exemple, il y a une mamie qui vient qui me dit voilà, j'ai mon petit-fils qui est fan de BD, est-ce que vous avez un truc que je peux lui offrir? Elle ne connaît rien. Alors, on va peut-être pas lui offrir le petit œuf parce qu'il l'a déjà, et tout comme ça. Et je pense que un libraire efficace, pour moi, il a vraiment, voilà, il a une vision globale dans sa tête, de dire voilà, ma bibliothèque idéale. Et puis en fonction de la sensibilité, elle va changer. Est-ce que c'est la même chose chez vous aussi en bibliothèque? C'est-à-dire, tiens, tu as lu ça, mais est-ce que tu connais ça? Et puis vous vous raisonnez un peu, voilà, vous avez votre bibliothèque idéale dans la tête. Ouais, c'est le boulot quotidien. Mais alors, justement, ce qui m'intéresse, maintenant c'est à moi de vous poser des questions. Ouais. Alors... Oui, très bien. En fait, c'est moi qui viens chercher les infos. Comment Moi aussi, hein. On fait découvrir des choses, mais les gens... Alors l'avantage qu'on a, c'est que les gens ne payent pas. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus facile. Ils peuvent prendre le risque, oui. Mais c'est... Moi souvent, les gens ils reviennent, bon. Mais comment vous changez votre bibliothèque idéale? Comment vous la renouvelez? Parce qu'aujourd'hui, pour vivre un éditeur, c'est le fond. Et à un moment, et moi je vous le dis, aujourd'hui je vis parce que j'ai Cockpit Calandre, David Arrat et Lincoln en librairie, puis ça tourne. Maintenant, il faut que j'amène d'autres choses. Et comment on fait ça? Et c'est là mon travail. C'est comment je vais leur persuader le libraire de dire ok, tu connais ça, tu l'as et tu le vends, mais pense à ça. Otto, vous voyez, j'étais là, on l'a vendu parce que bouquin sans parole, déjà il est à 350 exemplaires, on sait très bien qu'il n'existe pas chez les gens. Et c'est la faute de personne, c'est un fait. Comment je peux inverser ce truc-là? Et c'est là qui est super intéressant. Moi, je sais que personnellement, on a un problème, c'est que en fait, on a une baisse de budget au niveau des collectivités territoriales. D'accord. Qui nous touche plus ou moins violemment. Et du coup, comme j'ai un réseau assez grand, au final, je me retrouve à faire beaucoup de suivi de séries. En fait, parce que forcément, j'ai des trous, j'ai des BD qui s'abîment, que je rachète. J'ai des choses qui... Et puis les gens attendent la suite. Et du coup, une fois que j'ai fait mon suivi de série, j'ai assez peu de budget en fait finalement pour commencer de nouvelles choses. Et du coup, je me tourne vers des choses assez évidentes. Je suis obligé de me fixer des quotas entre guillemets de séries où je vais me dire là je vais prendre des risques quand même, avoir au moins une ou deux BD d'éditeurs qui sont moins connus. D'accord. Parce que sinon je vais prendre que des entre guillemets blockbusters en nouvelle série quoi. Et c'est là que, du coup je rebondis, c'est là que moi je travaille en office, pour les suivis de BD je fais en commande, et puis pour les offices en fait
j'attends les petites perles que le libraire va me conseiller. D'accord. Et donc c'est comme ça que je vais, en les lisant, en fait, en les découvrant. Et là, c'est un coup de cœur. Bigouden, c'était dans un office. Voilà. Michel, Fidèle aussi. Donc après, je le porte, moi, avec sur mes jeunes lecteurs. Et ça fonctionne parce qu'ils reviennent toujours me voir alors qu'est-ce que t'as comme nouveauté, enfin, qu'est-ce que... Et ça, et puis quand je suis en librairie, on s'organise des sorties comme ça en librairie où je vais noter dans mon petit calepin ou avec mon appareil photo, prendre là, je vais repérer et je vais demander conseil au libraire. D'accord. Et est-ce que les vraiment c'est coup de cœur, quoi. Alors est-ce que par exemple les intégrales quand elles sortent, et si vous n'avez pas la série, c'est un argument pour vous de dire au moins je peux prendre l'intégrale et là elle est complète par rapport... Quand je rachète une série, moi. Quand vous démarrez une série qui ne vous n'existe pas... C'est une vieille que vous remplacez. Voilà, je remplace avec un intégral, mais pas forcément... D'accord. Enfin, moi, mais le one-shot n'est pas un argument chez vous? Ah, je peux. Enfin, après, ça passe au coup de cœur aussi. Hein. Sans rentrer dans le même contenu, c'est juste... parce que par exemple, aujourd'hui, il y a une légende qui dit que plus de 3 bouquins, c'est mort. Si vous voulez, commercialement, lancer une série où ça suit à plus de 3 bouquins, aujourd'hui, dans le marché actuel, la définition, c'est que c'est mort. Non, il y a Esteban qui est en 5, c'est génial. Enfin, non mais si vous voulez, c'est chez les auteurs, chez les diffuseurs, je vous parle de notre côté à nous, c'est un peu la politique qu'on entend. Gongo c'est 5 à 80 pages, je l'ai fait, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de lecteurs sur les salons qui me disent je vais commencer au tome 3. Alors c'est marrant parce que nous j'ai l'impression que le jeune public, moi je parle que du jeune public, je suis désolée, ils aiment quand ça continue et que ça dure longtemps. Ah oui. C'est des lecteurs de manga aussi. Il y a quelque chose de l'attachement, en fait, de l'appropriation. C'est plus les adultes qui prennent des moins longs. Qui les achètent. Oui, je comprends. Mais nous, si on les fournit et qu'ils ont 10 tomes, ils sont contents chez nous. C'est gratuit. C'est vraiment et puis ils aiment retrouver leur petit héros, et ça les rassure aussi de retrouver la même chose. Donc chez les jeunes, je pense, enfin moi en tous les cas, ça fonctionne bien. Au contraire, ils ont envie que ça dure. Quand est-ce que vous avez le 10, le 11, le 12, le 14, le 20 000? Mais chez nous, c'est gratuit. Ça marche peut-être pas de la même façon en jeunesse et en adulte. Oui. Moi j'ai plutôt un catalogue adulte jusqu'à présent. Je suis plutôt connu comme un catalogue adulte que jeunesse à ce jour. En adulte, en effet, je pense que la règle des 3-5, oui, en général, c'est vrai qu'il y a le soufflement aussi dans les séries qui fait que... Ah oui, alors que moi, en plus, c'est long. Voilà, en jeunesse, je pense que moi je suis aussi de dire qu'il n'y a pas de règle, mais... Il nous dit. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a des adultes et des enfants qui aiment les séries, qui aiment suivre un personnage, une aventure. Il y en a d'autres qui préfèrent des one-shots, qui préfèrent une histoire courte. D'accord. Après, là où il peut y avoir déception, agacement, c'est quand une série commence et qu'elle n'est jamais finie, ou alors qu'elle met beaucoup de temps à continuer. Et c'est plus en ça qu'il y a une protection. Bien sûr, oui. Quand il y a eu ça il y a quelques années, quand à un moment ça a été l'hécatombe où il y a plein de séries qui ne sont pas... Oui. Moi j'ai eu le cas parce que c'était par rapport aux avances qu'on payait, les ventes étaient tellement mauvaises, donc l'auteur espérait se payer sur les ventes, il a arrêté lui. Par contre c'est mon image d'éditeur qui est en disant lui aussi c'est comme Soleil, il a arrêté série. J'ai fait un bouquin il y a 2 ans avec Tony Sandoval qui s'appelait Un regard par-dessus l'épaule, je ne sais pas si vous avez lu. Et puis c'était la première fois parce que j'avais fait des scénarios sous pseudo avant. Pas parce que j'avais la volonté d'être scénariste, parce qu'au tout départ, quand les premiers auteurs qui m'envoyaient des projets, quand on était tout petit, souvent je les accompagnais dans l'écriture, ils me disaient mais pourquoi tu fais pas le scénario toi? Et puis moi je me disais ça coûte moins cher que de payer un scénariste. Donc vous voyez, la volonté était plus économique que d'être scénariste. Parce que j'ai énormément de respect pour les scénaristes, je pense que la base de tout ça reste quand même le scénario. Un regard par-dessus l'épaule, c'était un bouquin très personnel que j'ai fait avec Tony Sandoval, qui aujourd'hui est plus qu'un auteur, parce que c'est quelqu'un de très proche de moi, il habite maintenant à Genève. Et c'était la première fois que je mettais mon nom, et j'avais pris le risque de me dire, en même temps, si le bouquin est très mauvais, vous voyez, vous êtes en train de corriger le scénario d'un auteur, puis il va me dire, attends, j'ai lu ton bouquin, t'es gentil, mais tu ne donnes pas de leçon, quoi. Donc voilà, j'ai pris ce risque-là. Alors il y a des gens qui n'accrochent pas du tout à l'histoire, mais personne m'avait en tout cas dit que c'était un bouquin mauvais. On peut dire, je ne suis pas de cette sensibilité-là, voilà. Et puis, quand j'ai fini ce bouquin, Un regard sur l'épaule, j'avais encore un bouquin que j'avais besoin d'écrire. Donc j'ai souvent dit dans une interview, c'était ça ou aller chez le psy. Voilà, j'ai écrit mon bouquin, je me suis fait plaisir. J'ai chopé ce dessinateur qui est pour moi un dessinateur, vous allez voir, qui va devenir un des grands dessinateurs de demain, Jesus Alonso.
Quand il est sorti, j'ai eu des libraires que je connaissais, que je n'avais jamais rencontrés, qui m'ont appelé, qui voulaient vraiment me parler, et qui m'ont dit qu'ils ont été touchés. Parce que voilà, au départ, ils pensaient que c'était vraiment porté sur l'éditorial, mais c'est plus en fait une tranche de vie. Et ce qui était marrant, alors je sais pas si c'est marrant pour moi, mais en tout cas, tous à la fin, ils concluaient en disant « Attends, c'est super, mais je sais pas comment le vendre. » Et au moins, il m'a servi à ça. Voilà pourquoi je voulais vous le dire, c'est parce que ce bouquin-là, il m'oblige aujourd'hui à me remettre en question sur la présentation, de dire « Ok, si j'étais libraire, peu importe les bouquins qu'on fait, je dois pouvoir le vendre. Et comment je le vends ?» Et c'est ce fameux petit pitch, c'est ce fameux petit mot qui va faire que d'un coup, il y a un petit déclic qui va se faire que dans la chaîne du livre, eh ben, elle passe bien, le message il passe bien. Et c'est ça qui est intéressant. Merci Pierre, je t'ai découvert là, et super. Et donc en janvier 2016, il y a ce fameux catalogue qui logiquement devrait être limpide si j'ai bien fait mon boulot. Alors, ça c'est mon travail, il me reste encore quelques mois pour bosser dessus. En tout cas merci et puis à une prochaine fois. Merci. Petite pause.